Félicitations, vous avez été choisi pour la bourse présidentielle résidentielle de l'Université d'État de l'Utah. La valeur de cette bourse est d'environ 32 000 $. Cette bourse est valable 4 ans ou 8 semestres. C'était Tyler Robinson lisant une lettre de bourse universitaire à sa mère il y a quelques années. Maintenant, il fait face à une accusation de meurtre aggravée dans l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Alors, que s'est-il passé et que se passe-t-il dans l'esprit de Robinson? Je vais examiner cela. Bienvenue dans Crime Fix. Je suis Angenette Levy. Tyler Robinson est désormais tristement célèbre. C'est un homme de 22 ans qui, s'il est reconnu coupable, entrera dans les livres d'histoire comme un assassin, quelqu'un qui a apporté un fusil sur un campus universitaire et a assassiné de sang-froid une étoile montante du Parti républicain. Nous allons examiner ce qui aurait pu motiver Robinson. Qu'est-ce qui pourrait se passer ici très bientôt? C'est vraiment, vraiment difficile à comprendre pour la plupart d'entre nous. Ce meurtre a été enregistré par une caméra et a horrifié la foule de milliers de personnes à l'Université de la Vallée de l'Utah à Orem, laissant la femme de Charlie Kirk veuve et ses 2 enfants sans père. Kirk a succombé rapidement à ses blessures, suivi d'une chasse à l'homme de 33 heures. Et j'ai discuté avec Ed Jacobson, ex-agent du FBI, sur cette enquête. Ouais. Tu sais, quelque chose Comme ça qui se produit, un événement qui arrive comme ça, c'est tout le monde sur le pont. Les autorités de l'État, local, fédéral, c'est toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition. Ils vont les mobiliser rapidement pour une enquête comme celle-ci. Que penses-tu qu'il se passait en coulisses? On sait évidemment qu'ils examinaient les vidéos, les images de surveillance, qu'ils essayaient de retrouver ce garçon, de suivre ses déplacements. Qu'est-ce qui se passait d'autre? Tu penses que l'unité d'analyse comportementale a été impliquée dans cette affaire? Qu'est-ce que tu... Je pense qu'il s'est passé tout. Comme je l'ai dit, quand tout le monde s'est mobilisé, c'est vraiment le cas. C'est toute la puissance de feu, pas seulement du FBI. Je suis sûr que le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives et toutes les agences fédérales disponibles se mobilisent autant qu'elles le peuvent pour fournir les ressources nécessaires à cela. Et tu sors et tu rassembles tout ce que tu peux. Tu interroges tous les témoins possibles ayant pu voir quelque chose. Et toi, tu récupères toutes les vidéos possibles dans les environs pour essayer de suivre les déplacements. Tu jettes le filet et attrapes tout ce que tu peux. Ensuite, toutes ces informations doivent être examinées. Donc, tu as des équipes qui collectent, des équipes qui examinent et qui essayent de reconstituer le puzzle aussi vite que possible pour t'amener à un suspect. Tu sais, à ce stade, tu essaies juste de trouver un suspect. Tu ne creuses pas vraiment les idéologies ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Tu essaies seulement de trouver un motif raisonnable pour arrêter quelqu'un. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que l'enquête débute seulement maintenant. En réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg pour arriver à l'arrestation. Maintenant, c'est le moment où tu dois vraiment commencer à examiner chaque preuve disponible une fois que tu as procédé à cette arrestation. Mais c'est une affaire simple. Je ne peux même pas dire que c'est simple, mais il s'agit d'arriver à cette cause probable pour identifier le suspect, d'avoir suffisamment de preuves pour le relier au crime et le placer en garde à vue. Parlez-moi de ce qui va se passer maintenant dans l'enquête. Évidemment, ils vont vouloir savoir ce qui se passait ici. Et ils vont examiner ces appareils électroniques. Ils vont parler, ils ont déjà parlé aux colocataires. Tu sais, tu as parlé d'idéologie. Je veux dire, rien que les gravures sur les douilles et sur les balles, ça me laisse un peu perplexe. Je me demande qu'est-ce qui se passait ici. Parce qu'il écrit « à fasciste » sur l'une d'elles. Et sur une autre, il dit « si tu peux lire ça, t'es gay. » Mort de rire. Je veux dire, il semble qu'il y ait des choses contradictoires ici. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il essaie de dire. Et tu dois comprendre que, du point de vue de l'enquête, ils vont examiner chaque détail possible et tu obtiendras ce que tu pourras. Mais au final, cela n'a pas vraiment d'importance pour ce qui intéresse les enquêteurs, parce que les enquêteurs cherchent à prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'il a commis ce crime. Très souvent,
tu reviens à Koberger, où tout le monde veut connaître le mobile. Nous aimerions tous connaître le mobile, mais est-il nécessaire de s'attarder sur quelque chose que tu n'auras peut-être jamais? Tu ne connaîtras peut-être jamais tous les détails de ce qui se passe dans son esprit. Au final, pour notre travail, nous n'avons pas besoin de le savoir. Nous avons juste besoin de présenter suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation pour le crime dont il est accusé. Et ce travail est déjà bien avancé. Et il semble qu'ils aient déjà une petite montagne de preuves sous la main. De balistique. Empreinte palmaire, si elle était même lisible, tout un tas de choses qu'ils ont déjà en cours. D'accord. Et donc, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas encore plus en profondeur parce que tu as évidemment le crime que tout le monde a vu, qui était un homicide et que tout le monde a vu. Maintenant, tu as d'autres codes qui entrent en jeu. En compte et qui pourraient ressortir d'autres preuves à mesure qu'ils approfondissent l'enquête. Mais tout ce qui peut être obtenu sera obtenu parce qu'ils vont, comme je l'ai dit, déployer toute la force de toutes ces agences là-bas pour tout collecter. C'est ce que vous dites. Vous allez vraiment approfondir l'analyse des appareils électroniques. Vous allez vraiment approfondir l'historique de ce type, ses habitudes, ses déplacements, tout. Parce que tout cela sert, vous savez, déterminer depuis quand il a planifié cela et son degré d'implication essentiel à prouver au tribunal. Ce qui va devenir très important à mesure que l'enquête progresse, c'est peut-être ce que Tyler Robinson faisait en ligne et ce qui sera crucial si les procureurs cherchent effectivement la peine de mort, ce sont les circonstances aggravantes. Le gouverneur en a déjà parlé en partie. La zone au nord de Campus Drive Road, où le suspect a traversé, visible dans la vidéo d'hier soir, est un espace herbeux, bordé d'arbres, à la lisière du campus de l'Université de Bretagne Université. Les enquêteurs ont découvert une carabine à verrou enveloppée dans une serviette de couleur sombre. Il a été déterminé que la carabine était une Mauser modèle 98 calibre 30-06, une carabine à verrou de calibre 30-06. La carabine avait une lunette de visée montée dessus. Les enquêteurs ont relevé des inscriptions gravées sur les douilles retrouvées avec la carabine. Les inscriptions sur une douille tirée disaient « Notice Bulge, capitale O-W-O ». Qu'est-ce que ce point d'interrogation? Les inscriptions sur les 3 douilles non tirées disaient « Hey fasciste, point d'exclamation, attrape point d'exclamation ». Symbole flèche vers le haut, flèche vers la droite et 3 symboles flèche vers le bas. Une deuxième douille non tirée portait l'inscription « Obela Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao ». Et une troisième douille non tirée portait l'inscription « Si tu lis ceci, tu es gay, LMAO ». Donc là, tu entends parler d'une grande préméditation. Nous savons que Tyler Robinson était un bon élève plus jeune. Sa mère se vantait de sa moyenne de 4,0 au lycée et de son score de 34 sur 36 à l'ACT. Il avait une bourse universitaire, mais il n'a fréquenté l'Université d'État de l'Utah qu'un semestre à l'automne 2021 avant de prendre un congé. Les lois fédérales sur la vie privée interdisent à l'université de révéler ce qui s'est passé. Alors, pour essayer d'approfondir un peu plus, j'ai fait appel à une experte, la Dr. Danielle Bober, qui m'a déjà accompagnée à de nombreuses reprises. C'est un psychiatre médico-légal qui travaille beaucoup avec les jeunes. Alors, Dr. Bober, quelle est votre réaction face à Tyler Robinson, 22 ans ancien élève brillant avec une moyenne de 4,0? Sa mère le vantait sur Facebook et il est maintenant accusé du meurtre aggravé de Charlie Kirk. Nous avons déjà vu cela. Beaucoup d'éléments manquent et certaines choses nous échappent. Mais, vous savez, quand on regarde une situation comme celle-ci, on se rend compte que la tension est très forte dans ce pays. Il y a beaucoup d'extrémisme, de tribalisme et de politiques identitaires. Mais soyons honnêtes, vous savez, tout cela, nous y sommes exposés en permanence. La plupart des gens ne deviennent pas violents. La plupart des gens n'essaient pas de tirer sur quelqu'un avec un fusil. Il y a donc évidemment certaines caractéristiques uniques chez cet individu qui l'ont mis à risque de faire cela. Et vous savez, il existe de nombreux modèles différents qui examinent cela. Si l'on analyse cela sous un angle psychiatrique, on identifie des facteurs prédisposants comme des traits narcissiques ou antisociaux. Y avait-il des antécédents familiaux de maladie mentale, un manque de soutien social?
Ensuite, nous examinons quels sont les facteurs précipitants, n'est-ce pas? Radicalisation politique, facteur de stress aigu. Y a-t-il eu perte d'emploi, difficultés financières ou problèmes scolaires? A-t-il été rejeté dans une relation avec des facteurs comme la chambre d'écho des réseaux sociaux, l'isolement, la rigidité cognitive ou le manque de compétences en résolution de problèmes? Et il y avait certains facteurs de protection, n'est-ce pas? Il avait, selon nous, une famille qui le soutenait. Avait-il accès à des services de santé mentale? Et d'ailleurs, y avait-il des antécédents de maladie mentale? Et bien sûr, nous savons que c'est un membre de sa propre famille qui a prévenu les autorités pour leur faire savoir que c'était lui qui aurait commis ce crime. Cela n'a pas aidé à prévenir le crime puisqu'il s'est produit après, mais cela a clairement aidé à sa capture. L'une des choses qui a vraiment éveillé ma curiosité, vous savez, c'est que j'essaie d'avoir une vue d'ensemble ici. Et nous en sommes encore tellement au début de tout cela. Et même si ce garçon expliquait pourquoi il a fait ce qu'il a fait, s'il est vraiment le coupable, et tout porte à croire que c'est lui et qu'il est condamné, cela ne fera jamais aucun sens pour nous. Cela n'aura aucun sens pour nous deux. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il avait une bourse très prestigieuse pour l'Université d'État de l'Utah. Il en parlait à ses parents. Et il y va à l'automne 2021. Il est étudiant en pré-ingénierie. Et l'université m'a dit qu'à l'automne 2021, il prend un congé sabbatique. Il ne peut pas me dire pourquoi, à cause de la loi Family Educational Rights and Privacy Act. Mais il part. Et il n'y retourne jamais. Voilà le... Il manque un bout, non? Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. David Salondero cette barre. C'est ce qui consommait des substances. A-t-il été rejeté dans une relation amoureuse? On ne sait pas. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, et dans ce genre de cas en général, c'est de savoir à quel moment quelqu'un passe de l'adoption de cette idéologie politique et de la radicalisation à la violence, n'est-ce pas? Parce que la colère est le début. La violence ne commence pas avec la colère. Elle commence là où le ressentiment rencontre la justification. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans tout ça, c'est que vous avez quelqu'un qui a été radicalisé, qui regardait probablement les réseaux sociaux, qui était impliqué dans cette chambre d'écho où toutes ses idées étaient renforcées, mais faire ce saut, passer de l'adoption d'une idéologie à la commission d'un acte aussi horrible et violent, pour moi, c'est la partie la plus intéressante. C'est vraiment le cas. Et cela me donne en quelque sorte des flashbacks, si vous voulez, de Luigi Mangione. Il y a presque des aspects d'imitation là-dedans. Nous avons quelqu'un, vous savez, qui commet un homicide, qui le planifie. Nous avons les gravures sur les douilles des balles. Nous avons, vous savez, une tentative de déguisement. Vous voyez la tenue et tout, le chapeau. Il arrive avec une tenue, repart avec une autre. Donc, il se passe quelque chose ici. Je veux dire, il y a vraiment une sérieuse préméditation ici. Planification, organisation, dissimulation du crime. Il s'enfuit, évidemment. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé de faire sur un coup de tête un matin. C'est quelque chose auquel il pensait et qu'il planifiait depuis un certain temps. Et une chose qui est incroyablement troublante, tu as parlé de la radicalisation ici et du fait d'être dans ces chambres d'écho. Puis nous savons que ce type était sur Discord. Nous avons déjà entendu parler de ça, qui parlait de tout ça sur Discord. Son colocataire montre aux policiers certains messages provenant de là. Ces salons de discussion, ou peu importe leur nom, peuvent être faux. Je les appelle salons de discussion. C'est ce que c'est, en gros. Mais tu sais, Discord peut vraiment être un endroit fou. Ça peut vraiment être un endroit toxique selon ce qui se passe dans ta tête. Et puis, il y a l'aspect jeu vidéo dans tout ça. Et puis, on ne sait même pas ce qu'il lisait. Je pense qu'on en apprendra plus à ce sujet. Mais on sait que ces douilles étaient apparemment gravées avec des slogans antifascistes. Vous savez, l'une d'elles dit « Hey, attrape fasciste ». Une autre, c'est « Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao ». Je veux dire, c'est apparemment une sorte de cri de ralliement antifasciste. Si tu lis ça, tu es gay, mort de rire. Tu sais, mort de rire. Toutes ces choses folles. Je suis juste sidérée par ça. Alors, qu'est-ce que cela vous dit, Dr. Bobert, sur ce qui se passe chez quelqu'un
Ça ressemble à ça et il est parti. Apparemment, il a dit à son père, quand il a été confronté, qu'il préférait se suicider que de se rendre. Alors, qu'est-ce que tout cela vous dit, à part que nous avons probablement affaire à quelqu'un de très perturbé? D'après mon expérience clinique, les personnes qui répandent le plus de haine sont souvent celles qui s'aiment le moins. C'était probablement quelqu'un, encore une fois, qui souffrait, peut-être en silence, traversant une sorte de crise personnelle. Encore une fois, une rupture amoureuse, quelque chose qui s'est passé et dont nous n'étions pas au courant, de la honte, de l'humiliation qui l'a poussé à bout. Ce n'était pas simplement le cas de quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux et adopte une idéologie extrémiste. Il y avait sûrement des raisons personnelles. Comme je l'ai souvent dit, ce n'est jamais un seul facteur. Nous savons que la majorité des propriétaires d'armes à feu légaux ne sont pas violents. Nous savons que la majorité des personnes qui regardent différentes chaînes extrêmes ou polarisées ne commettent pas d'actes violents. Ce n'est jamais un seul élément, mais plusieurs facteurs qui forment la tempête parfaite. Une autre chose que nous avons ici, il semble que sa famille soit assez conservatrice. Il a été élevé dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ce qui n'est pas surprenant dans l'Utah. Apparemment, son père est républicain, un partisan de Trump. Et maintenant, on a ce garçon qui pourrait potentiellement prendre le chemin inverse. Je dis potentiellement car il y a aussi des rumeurs en ligne selon lesquelles il aurait pu être un groper, soit une personne d'extrême droite. Mais tout ce qu'on lit ici dans l'affidavit semble indiquer le contraire. Donc, on ne sait pas vraiment. Je ne sais pas. Et il y a une autre possibilité. Peut-être que tout cela est une fausse piste, peut-être que tout cela sert à nous distraire. Cette idéologie politique, ce radicalisme. Donc peut-être que c'est quelque chose de très simple. Encore une fois, la perte d'un emploi, une sorte de rejet personnel. Il cherchait un exutoire toxique à ses sentiments. Et il a adopté cette idéologie pour se sentir puissant d'une certaine manière. Peut-être cherchons-nous au mauvais endroit, car nous manquons d'informations pour l'instant. Vous savez, il semble que sa famille dise aux forces de l'ordre qu'il avait parlé de Charlie Kirk et à quel point il ne l'aimait pas parce qu'il pensait que Charlie Kirk répandait la haine. Mais ensuite, on trouve toutes ces autres choses en ligne qui disent comment qu'il n'aimait peut-être pas assez Charlie Kirk parce qu'il ne pensait pas que Charlie Kirk était assez conservateur. Mais vous pensez peut-être, est-ce qu'il est juste comme ça? Est-ce possible qu'il veuille simplement tuer quelqu'un et qu'il trouve ça comme un moyen de le faire? Bien sûr, cela pourrait juste être un moyen ou une opportunité pour lui. Nous avons tous des personnes avec des opinions politiques différentes avec lesquelles nous ne sommes peut-être pas d'accord, mais nous n'allons pas essayer de les tuer. Donc, il y a clairement des facteurs individuels en jeu ici que nous ne connaissons pas. Et dans les jours et les semaines à venir, nous allons en apprendre beaucoup plus sur cet individu. Nous allons, espérons-le, découvrir ce qui l'a motivé. Il est sans possible qu'il y ait des antécédents de maladie mentale, même si je le répète souvent. Les personnes atteintes de maladies mentales sont plus susceptibles d'être victimes de violences que d'en être les auteurs. Mais il existe certainement certains types de maladies mentales avec certains types de symptômes qui peuvent pousser des personnes à commettre des actes de violence. Et j'ai l'impression que ce congé que tu as pris de l'école où tu allais à l'université, où tu avais la bourse, j'ai l'impression que ça va nous en dire beaucoup si on arrive un jour à obtenir des informations à ce sujet parce que ça ne colle tout simplement pas. Tu sais, passer de pré-ingénierie, élève avec que des A34 à l'ACT. Oui, ses résultats à la ACT étaient dans le 99e percentile, absolument. Quelqu'un qui est de toute évidence brillant, c'est certain. Sa mère l'appelait un génie. Et maintenant, il n'y a rien de mal à ça. Il est maintenant dans un collège technique, dans un programme d'électricien. Et il n'y a rien de mal à ça, mais on dirait juste qu'il y a une grande différence entre là où il était et là où il est maintenant. Pourquoi cette dérive sociale? Quelque chose ne colle pas. Oui, ça n'a pas de sens. Et un homme est mort, 2 enfants sont sans leur père et une femme est sans son mari. Et c'est écœurant. Merci pour votre temps, Dr. Daniel Buber. Merci, Angenette Lévy. Et nous allons continuer à enquêter là-dessus et essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angenette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.